Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 11h ce samedi. Cher Philippe, bonjour. Bonjour Elliott et bonjour Geoffroy. Bonjour à tous les deux. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Philippe de Villiers, on approche quand même. On est à quelques dizaines de jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et pourquoi je vous dis ça ? Non pas parce que je vais vous demander si vous allez piquer une tête comme Anne Hidalgo dans la Seine, mais vous recevez de nombreux messages pour vous féliciter de cette émission. Et la semaine dernière, il y a une légende de l'olympisme, Jean-Claude Killy, qui vous a adressé un message. Alors on va pas rentrer dans le secret des dieux de l'Olympe, mais pourquoi souhaitez-vous évoquer ce samedi matin cet échange avec Jean-Claude Killy ? Jean-Claude Killy que vous connaissez bien, Philippe. Oui, parce que j'aime beaucoup Jean-Claude Killy. Je considère que c'est non seulement un très grand sportif, mais il est très grand aussi par l'humilité. Il est cultivé, il est instinctif, il est drôle. Et de tous les messages que j'ai reçus, depuis que nous faisons ensemble cette émission, celui de Jean-Claude est sans doute le plus subtil, le plus fin. De tête, voilà ce qu'il m'écrit. D'abord, il me dit « Merci Philippe ». Alors je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me répond « Pour nous permettre... Non, pour permettre aux corbeaux que nous sommes de voler ventre en l'air afin de ne pas voir la misère du monde pendant 60 minutes. » Ouais, c'est un message exceptionnel. Voilà. Et donc j'ai connu Jean-Claude quand il était à la tête du Tour de France. Il est venu au Puy du Fou en 1999. Et là, ça a été le coup de foudre. On s'est tout de suite très bien entendu. Et depuis, on se voit plus, on se parle peu, mais on a des souvenirs communs qui sont très forts. Notamment un souvenir, c'est que quand il est venu au Puy du Fou, je lui ai dit, tiens, on va te faire cracher le feu. Cracheur de feu. Ouais. Et il m'a dit, fais gaffe, je suis capable de surmonter tous les défis. N'oublie pas que j'ai quand même 4 médailles d'or. Triple champion olympique. Ouais, on va pas chipoter. On chipote jamais. Et alors je l'ai entraîné avec le cardan, etc. Il progressait très très vite et très bien. Et puis à un moment donné, il a fait une flamme de 3 mètres qui était très supérieure à toutes les flammes que j'ai pu faire dans ma vie. Et à ce moment-là, le public a crié médaille d'or. Alors vous savez ce qu'on va faire ? Un jour ou l'autre, peut-être la saison prochaine, tiens, vous avez intérêt à venir dans les locaux d'Europe 1 et de CNews et de cracher du feu. Non, parce qu'à ce moment-là, je grille toute la verrière. Chiche ou pas chiche ? Mais non, c'est pas possible. Sinon, je grille toute la régie. Bon, Philippe de Villiers, une actualité triste, puisque Marie-France Garot, que vous avez si bien connue, est décédée ce jeudi à l'âge de 90 ans. Elle a marqué la politique française, conseillère de Georges Pompidou, de Jacques Chirac. Sa mort n'a valu qu'une brève au journal de 20h jeudi soir. A-t-on oublié le poids de cette femme politique que vous avez, je le disais, si bien connue ? Je vous propose une séquence de Marie-France Garot. Nous sommes en 1981. À l'époque, elle est candidate à la présidentielle. Elle est l'invitée de Duhamel et d'El Kabbach. Écoutez, puisque elle va donner une leçon de gaullisme. Vous voyez, moi j'avais 6 ans en 1940. Par conséquent, je n'ai pas connu ce qui, pour moi, est probablement ce qu'il y a de plus grand et de plus beau et de plus exigeant, c'est-à-dire le gaullisme de la guerre. Le gaullisme de Londres et de la résistance. Le gaullisme intransigeant, exigeant et solitaire. C'est pour cela que quand on me demande si je pense que je suis gaulliste, je réponds que je n'oserais jamais le dire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette humilité, alors. Écoutez, ils sont responsables de leurs propres propos. En ce qui me concerne, j'ai trop de respect pour ce qu'a été le gaullisme à cette époque
pour oser me dire gaulliste. Si certains me font l'honneur de penser que parfois dans ce que je fais, il peut y avoir quelque chose qui peut faire penser au gaullisme, eh bien c'est bien de l'honneur pour moi. Pour le gaullisme tel qu'il est actuellement, je ne peux m'empêcher, quand on en parle, de penser à ce que disait M. Pompidou quand on lui en parlait. Il citait le cardinal de Retz, qui disait « Les grands hommes sont souvent des grandes raisons pour les petits génies. » C'est tout. Geoffroy Lejeune. C'est vrai que c'est impressionnant. Elliot l'a dit, vous l'avez très bien connue, vous avez fait de la politique avec elle, avec Marie-France Garot. Vous la citez d'ailleurs souvent dans cette émission, ces formules mémorables. Selon vous, que les Français doivent-ils retenir du personnage politique qu'elle a été? Elle avait l'instinct du bien supérieur de la France. Elle mettait tout en perspective. Oui, je l'ai très bien connue. Nous étions proches. Le moment clé dans notre histoire commune, Marie-France Garot, Philippe Séguin, Charles Pasqua, le général Gallois, Alain Cotta, enfin, tous ceux qui se réunissaient chez elle, quai Anatole France, sur un grand tapis vert qui recouvrait une grande table, ce fut Maastricht. Et alors, elle comparait le traité de Maastricht au traité de Troyes, en disant: les enfants, nous sommes en 1420. Le traité de Troyes. Il a fallu qu'une reine de France, Isabeau de Bavière, elle en parlait comme si elle était morte la veille. Il a fallu que cette reine plissait de gras sous le Hénin. Cette femme brutale et si abondante, qu'était la femme d'un roi fou, Charles VI, transfère la souveraineté de la France à l'Angleterre. C'était ça, le traité de Troyes. Eh bien, le traité de Maastricht fait de même. Alors, en fait, le référendum, on l'a préparé quai Anatole France, dans son bureau. C'est là qu'elle a dit, il faut une exception d'irrecevabilité, ce sera à vous, Philippe. Et c'est elle qui a écrit sous nos yeux la phrase célèbre d'une actualité saisissante. La droite et la gauche sont les deux détaillants qui se fournissent au même grossiste. Au même grossiste qui tient boutique à Bruxelles. Quelle actualité! Voilà pour ce vibrant hommage à Marie-France Garot que vous avez si bien connu, Philippe de Villiers. Dans un instant, sur Europe 1, nous allons parler de la France, de son économie, la crainte d'une grande dégringolade après les alertes du Fonds monétaire international. On voit cela dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Face à Philippe de Villiers. 10h, 11h. Sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers, avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Philippe de Villiers, dans l'actualité cette semaine, le Fonds monétaire international anticipe un déficit public nettement supérieur aux prévisions gouvernementales en 2027 et appelle donc la France à mettre en place des mesures dès cette année pour ramener la dette sur une trajectoire décente. Cette alerte, elle rejoint une analyse de Jérôme Fourquet qui a publié un long papier dans le Figaro cette semaine. Le titre « L'État guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire ». Philippe de Villiers, son pessimisme vous semble-t-il fondé? Comment éviter la grande dégringolade? Non, Jérôme Fourquet est un esprit subtil et pénétrant. Et cette double page est magnifique. Tout est dit. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ces deux pages. En soulevant le journal. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Quel est le corpus idéologique qui explique cette faillite de notre pays? Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que depuis 40 ans, les majorités politiques qui se sont succédées ont appliqué et vanté un modèle économique qui était établi sur deux postulats. Un, l'extension de la sphère publique et donc de la dépense publique. Deux,
le choix de la consommation comme moteur économique au détriment de la production. Ce que je voudrais maintenant ajouter au papier remarquable de Jérôme Fourquet, c'est la chose suivante. C'est que moi, j'ai vécu la bascule. La grande bascule politique et métapolitique. C'est le 14 avril 1994. C'est là que tout se joue. Ce jour-là, c'est la signature du traité de Marrakech. Le traité de Marrakech met fin au GATT et crée l'Organisation mondiale du commerce, que j'ai appelée par dérision l'Organisation commerciale du monde. L'OMC a vocation à abattre toutes les frontières et toutes les douanes. C'est l'idée que le système global sera désormais supérieur à tous les marchés locaux. Deux conséquences. La nation est déclarée espace économique non pertinent. Et deuxième conséquence, le protectionnisme devient un péché. Le cercle de la raison traque les protectionnistes. Et donc, le vocabulaire change. Ça m'avait beaucoup frappé. En 1992, 93, 94, du temps de Schengen, Maastricht et l'OMC, tout à coup disparaît le mot préférence européenne. Alors c'est drôle parce que dans le débat entre Bardella et Attal a fait allusion à la préférence européenne comme si c'était une pépite sortie de son cerveau. Mais la préférence européenne, elle est née avec le traité de Rome le 25 mars 1957. Sinon, De Gaulle n'aurait pas accepté en 58 de poursuivre l'œuvre. Et deuxièmement, le mot qui a disparu, c'est le mot marché commun. Alors c'est très important en ce moment où on parle des élections européennes. Marché commun, ça voulait dire c'était une communauté de producteurs et de consommateurs qui donnent la préférence aux produits qui sont produits chez nous. Si vous voulez, Elliot, manger du miel, il faut d'abord manger le miel produit en Europe. Et si vous voulez, je crois, poursuivre l'Arcom en hélicoptère, eh ben, il faut acheter un hélicoptère en Europe. Vous voyez ? Donc les producteurs, les consommateurs sont ensemble. Ça s'appelle un marché commun. Tout ça s'effondre. Conséquence, on fait le choix de l'importation. C'est-à-dire qu'en fait, on va produire là où c'est le moins cher et on vient vendre là où il y a encore du pouvoir d'achat. Mais ça ne dure qu'un temps. Parce que les consommateurs s'appauvrissent. Donc l'importation, choix de l'importation. L'importation, c'est un binôme. Importation, grande distribution. Et oui, la grande distribution émerge. C'est les nouveaux riches. C'est les grands bénéficiaires. Toute la classe politique, droite et gauche confondue, a joué la carte de la grande distribution qui était hantée sur l'importation. Troisième conséquence qui a été très bien vue par Pierre Vermeuren, qui est un juste complément à ce qu'a dit Jérôme Fourquet. Troisième conséquence, on manque de consommateurs. Donc, on va chercher des immigrés. On va chercher des consommateurs. Et dernière conséquence, comme on ne peut pas payer, que les consommateurs eux-mêmes sont souvent chômeurs et que les immigrés n'ont pas les moyens, alors on fait donner le guichet. Et en réalité, c'est l'endettement permanent. L'endettement et le déficit. Quel est le corpus qui est derrière tout ça ? Et j'en termine. Le corpus qui est derrière tout ça, c'est l'idée que il faut abandonner la fameuse théorie de Jean Fourastier, qui était mon professeur d'économie à Sciences Po, un homme éminent, et qui disait une économie prospère s'établit toujours sur trois secteurs. Le secteur primaire, agriculture-pêche, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services. Et qu'est-ce que disaient Édouard Balladur, Alain Madelin et tous les autres ? Je cite les plus connus et les plus militants. Ils disaient, mais Philippe, tu es retardataire. On va t'expliquer pourquoi. La mondialisation heureuse, c'est quoi ? C'est
c'est qu'en fait, il faut accepter d'abandonner notre secteur primaire, notre secteur secondaire, la pêche, l'agriculture, l'industrie. Pourquoi ? Parce que on ira produire dans les pays émergents à bas coût de main-d'œuvre. Et nous, on va se concentrer sur ce qu'ils savent pas faire. C'est tout ce qui est matière grise et services. Parce que, Philippe, tu crois tout de même pas que les Chinois et les Indiens, ils vont devenir informaticiens et ingénieurs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Le protectionnisme chinois, le protectionnisme américain avec l'IRA, l'inflation, etc. Alors, pour être du protectionnisme, c'est du protectionnisme qu'on n'a jamais eu. Et donc, en fait, on est dans une économie mondialisée, mais qui est protectionniste. Les derniers qui ne sont pas protectionnistes, c'est l'Europe, les Européens et la France. Et les derniers qui courent maintenant après la matière grise et les secteurs de haute technologie, c'est l'Europe et c'est la France. Bien joué les mecs. Vous avez fait allusion, Philippe de Villiers, au débat jeudi soir tant attendu entre deux figures montantes de la politique française, à savoir Jordan Bardella et Gabriel Attal. Un débat suivi par 3 600 000 téléspectateurs. Rude mais correct. Alors on n'a pas besoin de passer de séquence, il nous reste 2 minutes avant la publicité. Vous en avez pensé quoi de ce débat, rapidement ? En 2 minutes, c'est difficile, mais en gros, il y a 2 enjeux. Premier enjeu, depuis hier, le débat, on sait que l'élection européenne est une motion de censure, puisque la présence du Premier ministre envoyé par le président, ça veut dire qu'en fait, on nationalise le débat, et que le résultat du 9 juin est indexé sur cette idée-là. Donc, s'il y a défaite, et si elle est lourde, c'est la défaite d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, le débatteur. Donc ça, c'est la première chose. La politique, c'est la bêtise minérale de la boule de billard. Hein. Bon. Et deuxième chose, on voit bien qu'en réalité, il y a un clivage très net dans les listes de droite et les listes de gauche. Il y a la souveraineté nationale, la souveraineté européenne, avec toutes les nuances des deux côtés. Mais si vous prenez Jordan Bardella, Marion Maréchal ou François-Xavier Bellamy, en gros, il y a 2 choses qui leur tiennent à cœur. C'est la question des frontières, parce qu'un État sans frontières n'existe plus. Ça, tout le monde l'a compris. Et deuxièmement, la supériorité du droit national sur le droit européen. Voilà. Et en face, on a les tenants du sceau fédéral, c'est-à-dire l'élargissement à 37 et la fin du droit de veto. Voilà, pour résumer l'enjeu de l'élection qui est devant nous. On va continuer, Philippe de Villiers, juste après la publicité, de parler des élections européennes, pas celles de 2024, mais celles de 1994. On va faire un bond en arrière de 30 années, parce que vous étiez candidat à l'époque, cher Philippe, et vous aviez créé à l'époque la surprise. On en parle juste après la publicité sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers. On est ensemble jusqu'à 11h. La suite de Face à Philippe de Villiers sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Philippe et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Messieurs, repartons 30 ans en arrière, au lendemain des élections européennes de 1994. Philippe, vous créez la surprise dans ce scrutin. Vous êtes le 3e homme avec plus de 12% des suffrages. Et au lendemain des élections, vous êtes l'invité du journal de 20h de TF1, interviewé par Patrick Poivre d'Arvor. Plus de 10 millions de Français suivent ce rendez-vous quotidien chaque soir. Et à l'époque, vous alertez 2 sujets majeurs selon vous, 2 sujets qui sont toujours traités aujourd'hui. La souveraineté et la corruption. Écoutez. Vous savez, moi j'avais dit pendant la campagne des européennes qu'il fallait la diversité parce qu'il s'agissait d'un scrutin proportionnel et qu'il faut l'unité de candidature pour la présidentielle. Je n'ai pas changé d'avis. Et c'est pas parce que le score que nous avons fait est plus important que prévu qu'il faut pour cela, comme on dit chez nous, prendre la grosse tête. Simplement, ce que je voudrais dire à Édouard Balladur, Premier ministre de la France, dont je souhaite le succès parce que son échec serait l'échec de la France, c'est que l'Europe est à la dérive. Et que les 2 questions qu'il faut inscrire au cœur des mois qui viennent, pour l'action gouvernementale, pour le Parlement et pour les Français, c'est la question de la souveraineté de la France. Est-ce que la France est une queue de comète de l'histoire ou est-ce qu'elle va franchir le siècle ? Et la question de la corruption.
Est-ce que la société politique va accepter, oui ou non, de donner à la justice les moyens de lutter contre ce fléau? Geoffroy Lejeune. C'est drôle parce qu'on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup changé sur la question de la souveraineté. On croit que c'est aujourd'hui, que vous parlez aujourd'hui. Et sur la corruption, les gens ne le savent pas. En tout cas, vous n'avez plus cette image-là aujourd'hui, mais en fait, vous êtes un des premiers chevaliers blancs un peu de l'anticorruption dans la classe politique française, dans les années, en tout cas, où vous êtes actif. Un peu le Mediapart, le Edoui Plenel de l'époque. Et vous avez eu des vrais combats. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Très rapidement, le 17 octobre 1990, je monte à l'assaut dans l'hémicycle et je vois les regards qui se tournent vers moi, des visages blêmes, des fronts moites, une assemblée qui transpire d'angoisse parce que je viens de prononcer un mot qui va faire chanceler la Météandie, l'affaire Urbain. En fait, j'ai découvert, grâce à l'inspecteur Godino, devant une classe politique affolée, qu'il y avait tout un système de raquettes, de fausses factures, avec des réseaux incroyables. Et je tenais la preuve matérielle avec les cahiers Delcroix. Je me rendais même pas compte que c'était de la nitroglycérine. Il y avait tous les noms, et il y avait tous les mécanismes. Et en fait, la conclusion, c'était qu'en fait, François Mitterrand avait été réélu avec de l'argent sale. Donc là, on me met sous protection policière et très vite, je m'aperçois, j'étais soutenu par François-Olivier Gisbert du Figaro, formidable, le patron du Figaro à l'époque, par Louis Powell de Figaro Magazine et Philippe Tesson, patron du Quotidien de Paris, le papa de Sylvain, qui était un ami et un grand journaliste. Et donc, je me rendais pas compte de ce que je faisais, en fait. Je marchais sur la queue du serpent. Et alors, à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a la droite et la gauche. Alors, la droite, ils se sont spécialisés, en fait. La gauche allait vers les grandes surfaces. En fait, les petites surfaces, c'était les petits bénéfices, quoi, au passage, quoi, pour implanter les grandes surfaces et en finir avec le petit commerce et avec tous nos villages. Et puis la droite, elle faisait les ponts, le pont de, vous voyez, enfin, voilà, les travaux publics, c'était plus noble. La droite en économie est quand même meilleure, quoi. Mais à ce moment-là, c'est la panique à bord. Casque à pointe, tout le monde aux abris. Pourquoi? Et à ce moment-là, ça s'appelle plus l'affaire Urbain, ça s'appelle l'affaire Urbain et Orbi. Bon. Et voilà. Mais là aujourd'hui, ça c'est la corruption d'hier. Oui, la corruption d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais bon, alors d'abord il y a la corruption, il y a Étienne Blanc, le sénateur, qui met en exergue la corruption des agents, qui est en train de venir avec le narcotrafic. Et vous racontez, je me souviens avoir lu une scène dans un de vos livres, où vous racontez la corruption qui est quand même un peu la corruption d'aujourd'hui, en arrivant au Parlement européen, où vous découvrez les lobbies. Alors voilà. Alors en fait, à Bruxelles, il y a 50 000 lobbyistes. Alors, c'est plus de la corruption. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, en fait, la pression des intérêts privés est partie intégrante du processus de décision. Ce qu'on appelle la polyarchie délibérative. Et donc, en fait, le lobbying fait partie de la décision. Et les lobbyistes, ils frappent à votre porte et après, c'est les services rendus. Vous voyez? Alors, un exemple de service rendu. La campagne de Mme Hayet. Elle fait partie de Renew, c'est ça? Le groupe Renew. Voilà. Et le groupe Renew, lui, est allié avec un parti qui s'appelle ALDE. Et ce parti ALDE, j'aurais pu vous apporter les documents, mais s'il y a des gens qui les réclament, je les donnerai. Et d'ailleurs, ils avaient été montrés par Monsieur Bardella dans le débat avec Mme Hayet. Donc, Renew a reçu donc des subventions, des concours de Microsoft, Uber, Amazon, Facebook, Meta, voilà, etc. En d'autres termes, les lobbyistes américains ne sont pas stupides. Eux, ils veulent une Europe fédérale
qui soit un marché de masse complémentaire et sous la coupe de l'ONU, ça se paye. Donc, on ne peut pas appeler ça corruption, on peut appeler ça lobby. Philippe de Villiers, dans l'actualité cette semaine également, il y a eu le déplacement express du président de la République en Nouvelle-Calédonie dans un contexte de guérilla urbaine qui dure depuis plus de 10 jours. Alors que le chef de l'État était en train de rentrer, on apprenait ce vendredi la mort d'une 7e personne. Que pensez-vous de ce voyage? Et on a presque envie de se dire, tout ça pourquoi, Philippe de Villiers? Alors en fait, il est allé en Nouvelle-Calédonie comme il était allé au salon de l'agriculture. Il adore les palabres gesticulatoires. Et donc, le seul résultat, c'est 40 000 kilomètres de traînées de carbone. De carbone. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cap. En fait, il a trouvé son territoire du en même temps. C'est-à-dire que c'est une colonie qu'on va décoloniser, mais recoloniser, c'est Edgar Faure. L'indépendance dans l'interdépendance. C'est ça qu'il est en train de nous faire, quoi. On voit bien. Et donc, pour éclairer les Français qui nous regardent, je dirais la chose suivante. Il faut choisir maintenant. Ou bien la Nouvelle-Calédonie est une colonie. Et si c'est une colonie, on la donne aux Kanaks. Ils la réclament, les indépendantistes. Ça irait bien avec la phrase d'Emmanuel Macron qu'il traîne derrière lui comme un boulet. La colonisation est un crime contre l'humanité. Ou bien alors, c'est la France. C'est un morceau de la France. Et dans ce cas-là, il y va parce que il applique l'article 5. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Si c'est la France, alors il faut qu'il y ait l'égalité des citoyens devant le suffrage. Et il faut la force pour éviter la violence. Et j'aurais juste ajouté ceci. D'abord, les Calédoniens, il faut leur dire ceci. Si la France s'en va, elle sera remplacée. Donc, vous voulez vous débarrasser de notre tutelle qui est protectrice et salvatrice. Vous aurez demain les Chinois à notre place. Et ce sera autre chose. Vous serez bien plus malheureux. Là, vous serez une colonie chinoise. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tout ça est une préfiguration. Aujourd'hui, la Kanaki, demain, la Seine-Saint-Denis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on va, comme la gauche, dans une démarche ethnique, ce qu'est leur cas, on va aller jusqu'au bout. Hélas. Et la France métropolitaine est en danger. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas céder, je le répète. Ne pas céder. Sinon, les quartiers kanaks vont donner le mot aux quartiers souverains et aux narcotrafiquants, en disant vous pouvez y aller, ils sont faibles. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers. Dans un instant, nous allons parler du pèlerinage de Chartres. C'était le week-end dernier avec une affluence record, plus de 18 000 pèlerins. Et on parlera également du climat qui touche aujourd'hui la chrétienté en France et cette christianophobie qui frappe notre territoire sans que personne n'en parle. Et c'est pour ça que nous, sur Europe 1, on va en parler ce samedi matin. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h, 11h sur Europe 1. Suite et fin de Face à Philippe de Villiers avec Philippe bien sûr et Geoffroy le Jeune. Philippe de Villiers, ils étaient 18 000 pèlerins lors du week-end de la Pentecôte à marcher entre Paris et Chartres, soit 2 000 de plus que l'an passé. C'est tout un symbole puisque on vit dans un contexte où les chrétiens en France sont souvent agressés, où l'on s'en prend régulièrement aux édifices religieux. Alors doit-on parler de tabou, de déni, d'omerta? Pourquoi personne ne parle de christianophobie, Philippe de Villiers? C'est une vaste question, comme aurait dit le général de Gaulle. Alors d'abord, je voudrais féliciter les pèlerins qui sont dans ce studio. Même s'ils n'ont pas marché, ils ont quand même accompagné.
c'est le pèlerinage de Péguy, vous savez, qui a commencé en 1912. Hein, c'est une tradition, en fait. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour, je sais plus, pour les âges nouveaux, voilà. Et pour l'âme solitaire, voilà. C'est Péguy, c'est du grand Péguy. En fait, là, on est devant un surgeon. On est devant un bouton, c'est le greffon sur le pied mère. Et il y a des gens qui désespèrent, qui viennent me voir, qui disent de toute façon c'est foutu. Non, c'est pas foutu, parce que ce sont toujours les minorités qui gagnent. Et là, on a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas que là, d'ailleurs. C'est news. C'est aussi un greffon sur le pied mère, greffon de la vérité. Greffon de la beauté, greffon de la vérité, greffon de la spiritualité. Il y a aussi tous les établissements scolaires, sous contrat, hors contrat, les catholiques ou juifs qui sont hors normes, indépendants. Vous voyez, le Puy du Fou. C'est très, par exemple, Saint-Dominique, c'est très OPEC, qui est un établissement absolument remarquable. Stan, sous contrat, une école hors contrat que je recommande à tous les parents, c'est les Dominicaines Saint-Esprit de Pont-Galec. C'est remarquable. Les élèves qui sortent de cet établissement sont des champions dans la vie. Ils surclassent les autres. C'est comme ça. Voilà. Et donc, en réalité, il y a, qui est en train de s'organiser toute une mouvance avec de nouvelles élites et des jeunes qui disent, nous, ça marche plus. Voilà. On se laissera plus faire. Voilà. Et alors, la christianophobie, pour répondre à votre question, c'est incroyable parce que il y a une journée de l'islamophobie, le 15 mars. L'ONU, la Commission de Bruxelles, le Conseil de l'Europe. Ah, attention, l'islamophobie, par exemple, quelqu'un qui parlerait de la mouvance arabo-musulmane, oh là là, l'ARCOM, etc. Vous voyez, bon. Et alors que la christianophobie, on n'en parle pas. Celui qui a inventé le mot, c'est Michel de Gégère, l'historien. Et la christianophobie, ça veut dire une chose, ça veut dire que il y a 5000 morts par an. L'année dernière, 5000 morts dans le monde, chrétiens. Et il y a 1000 attentats contre les lieux de culte chrétiens en 2023. CNews s'honore d'avoir fait sur ce sujet un édito, Dimitri Pavlenko, il y a quelques semaines, brillantissime. Alors en fait, tout le monde s'en prend à la chrétienté, le laïcisme du vide qui conduit au nihilisme d'État pour arracher les derniers marqueurs de la chrétienté, avec la statue de Saint-Michel, etc. Et moi, je pense, comme l'avait proposé Marion Maréchal, qu'il faudrait tout simplement mettre dans la Constitution, puisque Macron aime beaucoup changer la Constitution, mettre dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Pourquoi ? Pour faire ce que René Raymond avait demandé à la fin de sa vie, c'est-à-dire installer la primogéniture de la chrétienté sur toute autre forme de culte sur le territoire de la fille aînée de l'Église. Philippe de Villiers, comme chaque semaine, vous terminez cette émission par un apologue. Le 24 mai, le maire de Paris sauve sa ville. Alors j'avoue, Philippe de Villiers, être perdu. Est-ce une énigme ou un apologue ? Faites-vous, Philippe de Villiers, allusion à Madame Hidalgo qui espère faire trempette dans la Seine en juin prochain. Ah. Que se passe-t-il ? Je prends le dessus, là. Alors voilà. Le maire de Paris est en difficulté. Le bruit court que le roi des Huns se rapproche de l'île de la Cité. La peur se répand partout.
une peur hideuse, une peur poisseuse, une peur aveugle. Elle se répand dans les ruelles. Et on entend des clameurs désordonnées. Il faut la jeter à la Seine. De qui parle-t-on? De la Curialis, Geneviève, le maire de Paris. Et on ajoute, et il faut traiter avec lui. Lui, c'est qui? Attila, tout simplement. Toutes les bourgeoisies des beaux quartiers de Lutèce ont la tête en feu et virounent comme des hirondelles affolées. Elle, Geneviève, elle se dresse et elle les appelle à la résistance. Elle prie, mais ils arrivent. Le 24 mai 451, nous y sommes. Les Parisiens savent très bien qui ils sont. Puisque partout on sait que dans les pays traversés, le sol est rasé et l'herbe glacée d'effroi ne repousse plus. On dirait de ces vols de sauterelles qui s'abattent sur les moissons avec une irrésistible impétuosité d'une force de la nature. Voilà, ils sont là, au pied des remparts. Ce sont des petits hommes râblés, couverts de peau de drap. Dès leur naissance, les pères ont déformé les crânes des bébés, des mâles, pour qu'ils puissent plus tard s'emboîter plus facilement dans les casques. On sait aussi que ces brutes se nourrissent de viande à demi crue, de n'importe quel animal, et qu'ils attendrissent cette viande entre les cuisses et la croupe du cheval. Donc, il ne faut pas tomber entre leurs mains. Ils sont là, et le face-à-face est là. Attila. Elle est en haut des remparts. Elle le regarde, il la regarde. Elle le dévisage, elle le trouve petit, trapu, mais sa hautainerie, quand il promène le regard autour de lui, donne une semblance de puissance manifeste à chacun des mouvements de son corps altier. Ces hommes ont des têtes de gargouilles, ils galopent, mais de loin, on a une curieuse impression. On a l'impression que les membres du cheval et du cavalier sont liés, tant le cavalier demeure, si l'on peut dire, constamment cloué sur sa monture. Geneviève a compris. La foule est transie. C'est la confrontation. Elle voit arriver vers elle, doucement, depuis le haut des tours, Attila. Elle prie. Elle étend les bras. Que faire d'autre? En signe d'appel, en appel au secours de la Providence. Il s'arrête. Il retient sa monture. Il hésite. Et soudain, il fait demi-tour. C'est incompréhensible. Il s'en va. Il renonce. Il renonce et il va vers sa défaite au champ catalonique. Alors, les bras de Geneviève retombent. La foule tombe à genoux. Elle se tourne vers Geneviève. Elle la célèbre. Au moins cette fois-là, dans l'histoire de Paris, le maire de Paris aura sauvé sa ville.
Eh bien, un grand merci Philippe de Villiers. Merci Elliot, merci Geoffroy. Merci Geoffroy Lejeune. On se retrouve samedi prochain, bien sûr. Oui, bon samedi, bon week-end à tous. Dans un instant sur Europe 1, c'est la table des bons vivants avec Laurent Mariotte, bien sûr. Cher Laurent, quel est le menu ce samedi ? Bonjour Elliot, vous savez quoi aujourd'hui ? Eh bien on s'intéresse aux charcuteries de la mer. Oui, du saucisson de poulpe, du chorizo de la mer, c'est une nouvelle tendance. Et puis le chef Gilles Choucroune vient nous préparer un lapin au mori pour l'écrivain Bruno de Stabenrath. Encore un beau casting, à tout de suite.